Voilà, donc il s'agit du KSW numéro 7 sur la santé au sujet du tableau périodique. Donc le tableau périodique, en ce qui concerne la matière, est parfaitement exact. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le tableau de Mendeleev avec les numéros atomiques. Alors, je ne peux pas vous le donner en grand, mais en haut à gauche ici, vous avez ce qu'on appelle le numéro atomique, par exemple l'hydrogène avec le numéro 1, le lithium en haut à gauche ici avec le numéro 3. Et ils sont donc classés selon leurs propriétés chimiques. Donc, vous voyez qu'il y a des couleurs bleues, des couleurs… Jean-Jacques, tu mets au plein l'écran, là, c'est mieux, là. Ah, excusez-moi, oui, pardon. Merci, Nguyen. Voilà, donc ici, je répète, vous avez l'élément, ce qu'on appelle l'élément atomique ici, son numéro 1, le lithium, et ils sont de couleurs différentes selon leurs différentes propriétés chimiques. Donc on les divise, il y a les gaz nobles, il y a les métaux, les non-métaux, les métalloïdes, les métaux de transition, etc. Donc vous voyez qu'il y a des couleurs différentes, bleu, ici orange, ici en vert clair, ici on a les gaz rares. Voilà. Et ici, ça, ce sont les derniers éléments atomiques qui ont été découverts après Mendeleev. Il existe une autre façon de présenter les éléments atomiques avec ce qu'on appelle la table de Varaja, qui représente les éléments atomiques en fonction du spin géométrique de leur noyau. Le spin, c'est-à-dire, c'est le sens de rotation du noyau. Ensuite, suite aux présentations de Paulus, alors, donc il y a une autre chose que là, c'est voilà. Sur cette image, on voit que on a une décroissance des différents éléments en fonction soit des électrons, soit de leur propriété d'ionisation, soit de leur caractère non métallique ou de leur caractère métallique. Donc les éléments sont classés dans un sens décroissant, ou de leur, ce qu'on appelle de leur radiant atomique décroissent dans ce sens-là. Voilà, ça c'est une façon de classer les éléments dans le tableau de Mendeleev. Ensuite, un monsieur qui s'appelle Paulus a classé les éléments atomiques d'une façon différente. Il les a classés sous forme de soucoupe, voilà, selon des critères un petit peu différents. Une autre façon de procéder, c'est celle-ci, où les éléments sont également classés en fonction, selon le tableau d'un monsieur qui s'appelait, d'un scientifique qui s'appelait David Thomson, et il montre que ce tableau est symétrique et s'approche plus ou moins de notre conception, la conception de monsieur Kesh. Et il montre certains éléments en fonction de l'hélium, puisque dans chaque élément, on peut le ramener à des éléments hélium. Et voici donc la nouvelle façon de présenter les éléments. C'est celui-ci, qui correspond en fait à ce que Kesh nous explique avec cette spirale, voilà, avec les différentes couleurs, les différents éléments atomiques. Et on voit que chez Kesh, avec M. Kesh, on a ce même type de classement des éléments, mais sous forme de plasma. Et la façon de dissocier, de différencier les plasmas, c'est uniquement par leur couleur. Maintenant, nous allons revenir à ce qu'on appelle les échanges alvéolaires avec l'oxygène et le CO2. Alors, je vous demande une toute petite seconde, excusez-moi. Je m'aperçois que… Bien, alors… Voilà, donc là, on va passer… Voilà. Donc là, ici, maintenant, on parle des échanges, les échanges alvéolaires entre l'oxygène et le carbone. Donc là, je suis désolé, mais je m'aperçois que…
Oui, attendez, excusez-moi. J'avais une crainte, c'était de m'être trompé de… Voilà, une autre façon, pardon, excusez-moi. Une autre façon de représenter donc, les différents éléments atomiques, ici, sous forme de spirale. Donc là, maintenant, on va voir effectivement donc, les différents processus d'échange alvéolaires entre l'oxygène et le gaz carbonique. Quand l'azote passe en hélium, ici, on voit que l'azote ici passe en hélium, puis en oxygène, il libère des ultraviolets et donne du carbone. Et cette libération d'ultraviolets donne de l'énergie à l'hydrogène, mais seule l'énergie de l'hydrogène passe la barrière alvéolaire. Mais on a aussi l'hélium qui est capable de redonner de l'azote, puis de l'oxygène. Donc c'est un processus assez complexe. C'est-à-dire que l'hélium passe dans un sens en oxygène, mais en même temps, puisqu'il est très instable, il repasse en azote. Nous avons vu que les échanges ne se font pas sous forme d'atomes matière, mais sous forme de plasma. Les gaz en jeu sont l'azote pour 65%, l'oxygène pour 15%, le carbone et d'autres gaz. En raison de la pression alvéolaire, l'azote se transforme en hélium, passe à son tour en oxygène, d'où le gaz carbonique. Toute l'énergie est donc tirée de l'hydrogène. Si on regarde le tableau des éléments, tous les éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, reviennent à se simplifier sous forme d'hydrogène. Donc ce processus amène à conduire à la fabrication d'eau dans les poumons. La relation Soleil-Terre donne le plasma azote qui se transforme en azote matière. Ils sont donc tous à l'état plasma dans le corps. Et je rappelle que le tableau est tout à fait exact dans l'état de matière. Par contre, dans l'état plasma, on ne se préoccupe pas, comme on l'a déjà plusieurs fois, on ne se préoccupe pas des électrons. Seul le nombre de neutrons nous importe dans chaque élément atomique. Et donc, tous les plasmas, dans un certain sens, se ressemblent. Par exemple, celui du CeO ou celui du CO2. Mais la différence, c'est qu'on ne voit pas les protons, ni les neutrons. Ils apparaissent comme celui de l'hydrogène. Donc, en fait, quand on regarde un plasma, il n'y a rien de plus semblable qu'un plasma de CeO qui ressemble à un CO2, qui ressemble à un FeH3, par exemple. Un CH3, pardon. Ils ont tous le même aspect. La seule façon de les différencier est leur champ gravitationnel et magnétique émis et qui dépend de l'environnement et donc sur Terre. Et dans l'espace, leurs forces sont différentes de ce qui les autorise à grandir et à prendre. Dans un autre univers galactique, par exemple, leurs forces seraient totalement différentes. Ainsi, le placement du Soleil dépend de tous les autres champs des plasmas environnements dans la galaxie. Pour revenir au corps humain, c'est la taille de la cage thoracique qui dicte la dimension des poumons et celle du cœur, ce qui est une restriction seulement physique qui se voit aussi dans l'univers. Mais au lieu de ça, ce sont les eaux qui décident. Le champ magnétique de gravitation du système tient compte de tout cela. Alors, ensuite, on passe à l'image suivante. Allô? Oui, allô, vous m'entendez correctement? Et oui, il y a un micro qui ne doit pas être débranché en ce moment. Oui, on t'entend. D'accord, ok, excusez-moi. Alors, il y a deux façons de mesurer les champs. C'est soit par une couleur, soit par la mesure de la force captée à la limite spatiale de l'interaction, selon que c'est du CO2, du carbone, de l'oxygène. Donc, je vous rappelle, c'est la fameuse barrière. Donc, on avait vu dans le KSW Santé numéro 5, je crois, où il y avait la fameuse barrière au-delà de laquelle le champ n'agit plus. Donc, soit vous mesurez un champ, vous savez à quel champ vous avez affaire par sa couleur, soit par la mesure du champ magnétique à sa frontière. C'est comme si l'endroit où on le mesure, il change d'aspect et de nom. Ça devient assez compliqué. Hein. Par exemple, en se référant à la spirale des éléments atomiques, si on se déplace de 1 cm sur la spirale, eh bien, on obtient un autre plasma. Pour bien comprendre, imaginez que vous êtes un jaune d'œuf. Par conséquent, vous ne voyez que le blanc d'œuf, du point de vue du jaune d'œuf. Mais si vous cassez l'œuf, vous voyez à ce moment-là toutes les couleurs. J'espère que vous comprenez bien l'image que je viens de vous donner.
Cela ne veut pas dire que le jaune d'œuf n'existe pas en tant que tel, mais tout dépend d'où vous regardez. Donc on revient au point de vue de l'observateur. C'est pourquoi les physiciens et les astronomes disent voir des spectres et des bandes d'ondes, mais c'est une observation de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Donc en fait, nous, quand on regarde les étoiles, on voit l'univers de l'intérieur de cet univers et non pas de l'extérieur. Vu de l'intérieur, la force augmente, mais vu de l'extérieur, la force décroît. En dehors du système solaire, les forces sont totalement différentes. Mais parler du plasma aux physiciens, c'est comme leur dire que la Terre est ronde, alors qu'ils en seraient encore à une Terre plate. Le plasma ne vient pas de la création, il n'est pas l'origine. Il y a un subplasma qui est le point final de la création. Si vous ajoutez un plasma à un autre, il n'est pas question d'électrons, mais d'augmenter la masse globale et alors sa couleur change. Par exemple, je fais un aparté, si vous prenez du CO2 et que vous augmentez sa masse, ou pardon, je vais prendre l'inverse, si vous prenez du CH3 et que vous augmentez sa masse, vous allez peut-être obtenir du CO2. Pourquoi le CuO tombe plus vite que le CO2 dans le bas? Bien, tout simplement parce que son gravitationnel est plus élevé. Nous avons vu la différence entre la notion de masse et la notion de poids, bien sûr. On l'a vu dans le KSV précédent. Comme cette masse qui compte dans l'environnement terrestre, plus elle est élevée et plus elle a d'inertie. La confusion vient de ce que l'on voit. Par exemple, le CO2 et le CuO ont à peu près la même taille. Ils ne diffèrent que par leur masse. Maintenant, revenons encore une fois au corps humain. En parlant des globules rouges, on a vu que ce sont des taxis, c'est-à-dire que chaque taxi a ses propres destinations particulières. Ainsi, chaque globule rouge, rouge ou blanc d'ailleurs, d'où qu'il provienne, il va au cerveau et aux orteils et il décide ce dont il a besoin. Les poumons font alors leur travail et les globules rouges prennent ce dont elles ont besoin. Donc, il n'est pas question ici d'électrons, ni de force électro quelque chose, ou de champ magnétique, mais de force magrave. Disons que l'azote arrive sous forme de plasma, se mélange avec l'eau et transmet son énergie aux globules rouges, dont le nombre a été déterminé par le cerveau, la fabrication dans la moelle osseuse, et ça va où vous voulez. La différence est comme d'envoyer un message radio vers la Lune avec 20 minutes d'aller-retour et un champ magrave avec un temps zéro. Donc tout le processus est en fait instantané et donne une expansion, une compression et une poussée de la lymphe dans les os. Donc vous simplifiez le travail. En fait, il faut regarder l'os, son muscle, le cerveau, qui est le chef, et ce qu'il dicte aux poumons et au cœur. Donc le processus de création de l'être est dans son cycle de capacité à trouver un compromis et une adaptation pour que la partie physique puisse exister dans la constitution de la partie émotionnelle. Voilà comment la partie physique est une sangsue collée au-dessus de la partie émotionnelle. Donc c'est un peu une image. Vous imaginez le thalamus et au-dessus cette fameuse sangsue qui sont les deux hémisphères cérébraux, qui sont au service de la partie émotionnelle, bien sûr. Voilà pourquoi la partie émotionnelle a conçu des organes lisses en double en cas de défaillance pour sa sauvegarde. Un des exemples est celui des reins, qui est le seul organe abdominal double, ce que nous verrons plus tard, et comment l'appareil thyroïde convertit le calcium et le potassium ou le potassium en zinc. C'est comme dans certaines maladies où le phosphore devient du calcium. On contrôle les réacteurs par des impulsions magraves. Comme la distance à laquelle se trouve est indépendante de la vitesse de rotation de la Terre, c'est le simple fait qu'elle change sa force magrave pour changer la masse des éléments en calcium ou en potassium ou en zinc. Voilà pourquoi les glandes se situent en haut du corps. Ainsi, on a des dents blanches, des muscles rouges, des blancs, et ceci est dicté par le thymus, sous l'ordre des parathyroïdes. Alors, je vais vous montrer le thymus, si je le vois. Alors, le thymus, on le verra dans un cours particulier. Je ne sais pas si je ne sais plus s'il y a une image du thymus. Non, il n'y a pas d'image du thymus à ce niveau-là. Donc, pas besoin. Donc, pas besoin d'envoyer des protons
ou du calcium, tout se fait par modification des champs magraves sous le commandement du centre émotionnel qui délègue ceci à ses subalternes. Donc, quand vous faites des réacteurs, l'un est l'âme, l'autre l'émotionnel, et donc, priez car les champs magraves sont une source de vie et celle de la création du Créateur. Rick a ensuite parlé des Zoroastres. Ils étaient 42, mais où étaient les deux autres, dont Moïse n'a jamais fait mention? Et j'en parle dans 2 paragraphes. Alors là, je n'ai pas très bien suivi ce qu'il voulait dire. En fait, il était assez évasif. Dans le corps, il y a 80%. J'ai cité la phrase parce que je pense qu'il voulait faire référence à des textes bien particuliers, mais je n'ai pas saisi. Dans le corps, il y a 80% de l'information qui passe par voie magrave et 20% par voie neuronale. C'est l'ADN qui est le servant de l'ARN et non pas l'inverse. Puisqu'on parle de l'ADN qui, sous l'influence de ce qu'on appelle l'ARN messager, passe en ARN. Donc pour Kesh, c'est l'inverse. D'ailleurs, on parle bien d'ARN messager, comme je viens de le préciser. Dans l'état plasma, dans la création de l'univers, la matière est la même dans des forces différentes. Elle dépend de la position de l'observateur, où vous êtes, et le cercle d'intensité du champ magnétique gravitationnel. On revient à l'histoire du jaune d'œuf tout à l'heure. Ensuite, on a une question sur l'appendice. Donc là, M. Kesh dit qu'il n'est pas nécessaire. L'appendice au sens de l'appendicite. Donc c'est un organe qui n'est pas nécessaire. C'est comme le pancréas, un jour, il va se réunir en une seule glande, comme l'a fait le cœur, qui s'est réuni en 4 pompes. Donc l'appendicite, en fait, est un reliquat. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce humaine, il y a certains organes qui seront amenés à disparaître ou à se réunifier. Et M. Kesh dit que certaines personnes ont une appendice, mais ils ont des mentalités particulières. Donc là, j'en sais pas plus. Tout objet a une aura qui est animée ou non animée par un champ magrave, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de longueur d'onde émise par la différence entre le champ magrave de la Terre et l'objet, que ce soit un arbre ou une pierre. Ensuite, on a une question au sujet de l'hélium. Donc là, il précise que c'est un élément stable. Et chaque fois que vous avez besoin de stabilité, vous utilisez l'hélium, car il libère des ultraviolets de façon très élevée. Donc il apporte un comportement paisible, comme l'essence du Créateur. Ensuite, il y a une question au sujet de l'engorgement de la lymphe. Alors, M. Kesh dit qu'elle se débrouille toute seule. Elle est un des lieux de haute radioactivité contrôlés par les glandes. Ceci par l'intermédiaire du thymus, et la lymphe convertit l'information magrave vers la partie physique. On verra ça dans un cours particulier au sujet de la lymphe et du thymus. L'hélium au contact des parois pulmonaires augmente sa masse et devient de l'oxygène. Le maximum que peut convertir l'azote est égal à celle de l'hélium, et une fois l'énergie acquise, on obtient le carbone. Les protéines ne sont jamais créées dans les poumons, sauf en cas de maladie. C'est comme les acides aminés que l'on voit dans les batteries, qui sont une solidification comme dans les cancers. En technologie plasma, on mesure ce qu'un élément rejette comme magnétique et ce qu'il absorbe comme gravitationnel. Donc la différence est entre les 2 forces, magrave et gravitationnelle. Mais cette force F diffère selon la position du plasma dans l'environnement, sinon il a la même autonomie quel qu'il soit. Donc là, vous voyez sur l'image, on a 2 plasmas. En fait, ils ont le même aspect. La seule façon de les différencier, c'est par leur masse. Je vous rappelle que la masse du plasma est de 20% moindre que celle de son élément de référence. Voilà, en ce qui concerne la position du cours au sujet des éléments atomiques. Alors, donc là, ici, M. Kesh, je crois, va vous expliquer, excusez-moi. Voilà, j'en ai terminé avec le cours sur les éléments atomiques. C'est assez ardu, c'est assez complexe.
Voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, dans tout ce cours, c'est cette notion de champ, de champ plasma. Ils ont tous le même aspect. La seule façon de les mesurer, c'est soit par leur couleur, soit à la frontière, à leur limite d'expansion. Donc, si vous mettez à l'intérieur du champ plasma, vous n'allez rien mesurer. Il faut vraiment être à la frontière pour pouvoir le détecter. Voilà, j'en ai terminé avec le cours sur les éléments atomiques. Est-ce que vous avez des questions à poser au sujet de cette partie de cours? Et oui, bonsoir, c'est Lee, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Alors, bonjour, bonsoir. Et j'ai voulu savoir, tu dis qu'on le différencie par les couleurs, mais oui, Alors, la couleur, c'est ce qu'on appelle les longueurs d'onde. Donc, c'est les longueurs d'onde, les couleurs dont on parle en astrophysique. On appelle ça les raies de couleur dans le spectre. Vous voyez ce que je veux dire? d'accord, donc tu dois les mesurer avec un appareil, quoi, ou quoi? Ben, il faut le mesurer avec un appareil spécial. Ouais, Moi, je ne l'ai pas, toi, tu ne l'as pas non plus. voilà, Personne, oui, voilà, il n'y a que les physiciens, les astrophysiciens qui les ont. Ou ok, les physiciens. D'accord. ok. Voilà, je voulais savoir ça, comment les différencier, On merci. on appelle la couleur, on va dire, allez, pour simplifier, on va dire une onde radio. Voilà. Oui, d'accord, ok, Allez, merci. c'est entre guillemets. Voilà, là, ici, Kesh est en train de parler. Je voulais vous montrer ça. Voilà, ici. Voilà. Donc là, vous voyez, parce qu'on le reverra tout à l'heure dans un autre, à propos du chauffage. Là, vous avez ici, mettons, du CO2, pardon, la représentation d'un réacteur plasma avec ici un carbone, ici, par exemple, un oxygène. Ici, on aura l'azote et on aura l'hydrogène là-haut. Et comment vont-ils s'assembler? Eh bien, si vous présentez un autre plasma ici à proximité, il va s'assembler avec cette partie rouge. Cette partie rouge ici, c'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le nœud. C'est-à-dire entre l'hydrogène ici, l'azote ici, les deux ici vont créer un nœud de réunion. Et donc, c'est ce nœud qui va s'assembler avec ce plasma ici, ce deuxième plasma. Et à ce moment-là, vous aurez la constitution d'un troisième plasma global. Mais dans son apparence, il n'y a pas de différence dans son apparence. Un plasma, c'est toujours un plasma, c'est une sorte de bulle. Voilà un petit peu comment deux plasmas se réunissent. Donc, retenez bien ça. L'hydrogène ici, un exemple. Ici, vous avez, admettons, de l'azote. Entre les deux ici, les deux plasmas vont interagir ensemble pour former un nœud. Et ce nœud que j'appelle nœud résultant va à son tour s'associer avec un autre plasma. Ce petit nœud rouge ici, vous l'avez, on l'a déjà vu dans une autre présentation. On a un autre nœud entre l'hydrogène qui est ici. Ici, j'avais dit que c'était l'oxygène. Eh bien, ici, vous aurez un autre nœud entre ces deux plasmas ici. De même, vous aurez entre l'oxygène ici, le carbone ici, vous allez avoir entre ces deux plasmas un autre nœud. Même chose entre l'hydrogène ici et le carbone ici, vous allez avoir un nœud. Donc, ce plasma ici nouveau va s'assembler avec celui-là, celui-là et celui-là. C'est la réunion de ces 1, 2, 3, 4. C'est 4 plasmas qui s'associent avec celui-là qui va fournir un nouveau plasma. Voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'on le reverra à nouveau dans le processus de chauffage et dans d'autres explications. J'en ai terminé pour de bon avec celui-là. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Oui, moi j'ai bien une question, Jean-Jacques, s'il te plaît. Pardon? Oui, moi j'ai une question, Jean-Jacques, s'il te plaît. Oui. Donc tu as tu as dit qu'il s'assemblait avec 4 des nœuds, et pourquoi pas avec le cinquième, celui qui est entre l'hydrogène et l'oxygène? Oui, j'ai dit alors 1, 2. Oui, entre chaque branche de la pyramide, vous avez un nœud plasma. Hein. Donc là, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il y en a 6. Et celui de derrière aussi, donc c'est ça? Voilà. Hein, voilà.
Mais il faut bien voir aussi que, alors on peut aller plus loin, on l'a déjà vu hein, dans un KSW précédent, Mm. les 6 plasmas ici vont se réunir au plein centre de la pyramide. Vous vous souvenez de, de ces pyramides imbriquées? Eh bien, le centre de cette pyramide, qui est le dernier, l'ultime plasma résultant, va s'associer avec celui-là. D'accord. Celui qui est au centre de la pyramide, c'est celui Tout qu'on à fait. appelle le plasma fantôme. Voilà, tout à fait. Et donc, le plasma fantôme s'associe aussi avec le plasma extérieur. Voilà, mais là, ici, j'ai pris une pyramide, mais j'aurais pu prendre un seul plasma, Mhm. ou en prendre deux, par exemple. Donc, si vous prenez du CuO, par exemple, vous avez le Cu ici, l'oxygène ici. Entre les deux ici, vous allez avoir le nœud qui va s'associer avec celui-là. Si vous avez, par exemple, maintenant du CH3, le C, on va le mettre ici, par exemple. Ici, vous aurez le H3, le H3. Entre les deux se forme un nœud résultant qui va s'associer avec le plasma, quel qu'il soit. Mais il s'associe en tant que masse. Vous voyez, il faut... Donc ici, vous avez, par exemple, si on parle en termes de masse, vous aurez CO2 avec une certaine masse, grand M. Ici, vous aurez CH3 avec une autre masse, petit m. Grand M moins petit m vous donne une autre masse ici. Et les deux masses ici vont s'associer pour former un nouveau plasma. C'est OK? C'est complexe, mais bien expliqué. Oui, est-ce que c'est compris surtout? Je pense faudra le revoir. Alors imaginez, on va faire autrement. Vous avez un jaune d'œuf d'autruche. Ici, vous avez un jaune d'œuf de poule. Vous cassez les deux, vous mélangez le tout, vous obtenez un autre jaune d'œuf ici. Et puis ici, vous avez un jaune d'œuf de merle. Et ben, vous associez le jaune d'œuf de merle avec celui-là. Et vous avez un troisième jaune d'œuf. C'est plus clair là? Ouais, là c'est bon. En tout cas, pour moi, c'est bon. Hein, il n'y a rien de plus qu'un jaune d'œuf qui ressemble à un autre jaune d'œuf. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les différencier par leur aspect. On ne peut les différencier. Ici, là, il est figuré en rouge. Mais les astrophysiciens, eux, les mesurent en longueur d'onde. Voilà, donc ici, on appelle ça les raies spectrales. Ben, vous aurez une raie spectrale qui sera dans le rouge, et puis celle-là, elle sera peut-être dans le bleu, puis celle-là, elle sera peut-être dans le violet. Et au total, ben, vous aurez une raie verte, par exemple, ou violet foncé. Voilà. Bien. J'en ai terminé pour de bon avec ce KSW sur le tableau atomique. Parce qu'au niveau de la santé, c'était assez complexe. Hein. Le passage du carbone en hélium et en oxygène, c'est assez complexe à suivre. Hein.